Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode Unlocked, l'émission qui vise à te présenter une entreprise afin de mieux t'y projeter avant de l'intégrer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Mariani, directeur de l'ingénierie numérique chez CETEC depuis 2021. Bonjour Alexis. Bonjour Léa. Mais également Nathan Michalon, ingénieur d'études chez CETEC Ferroviaire. Bonjour Nathan. C'est ça, bonjour Léa. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de CETEC, Société d'études techniques et économiques. Si le nom ne parle pas à tout le monde, CETEC prend part à des projets qui nous ont servi ou nous serviront peut-être un jour. Je pense notamment au tramway en Île-de-France, mais aussi à la célèbre fondation Louis Vuitton, au viaduc de Millau ou encore à l'Eurotunnel sous la Manche qui permet de rejoindre l'Angleterre. Bon, ça c'est pour la France, mais CETEC prend également part à des projets partout à travers le monde, de la construction du pont Mohamed VI au Maroc, au métro Riyad en Arabie Saoudite ou encore à l'opéra de Pékin en Chine. Mais je n'en dis pas plus, je laisse Alexis nous décrire CETEC en 1 minute pour le pitch Midas. Alors CETEC, c'est une société d'ingénieurs qui intervient sur des bâtiments, tu as cité par exemple des musées, qui intervient sur des infrastructures comme des ponts ou des tunnels, tu as cité le tunnel sous la Manche, qui intervient aussi sur des infrastructures de mobilité comme des métros, des tramways ou des voies ferroviaires. CETEC intervient aussi sur les sujets d'environnement, d'eau ou d'énergie. Le cœur de métier de CETEC, c'est finalement de concevoir et de faire réaliser ces ouvrages ou ces infrastructures. Donc la conception, c'est par exemple réaliser les plans, et ensuite, on va piloter, suivre le travail de la société de construction qui réalise cet ouvrage. On appelle ça la maîtrise d'œuvre. Et pour ces métiers de maîtrise d'œuvre, il faut à la fois des compétences d'ingénieur, mais il faut aussi une compétence très forte de pilotage de projets qui sont souvent très complexes. Donc ça, c'est la conception et la réalisation. En amont de cette phase de conception et de réalisation, on travaille aussi sur des stratégies territoriales, comme par exemple une stratégie de mobilité pour une métropole, ou alors un plan d'adaptation au changement climatique, ou alors un plan d'aménagement pour un nouveau quartier. Et en aval de la phase de conception et de réalisation, on travaille sur l'appui à l'exploitation et à la maintenance, par exemple pour essayer d'optimiser l'exploitation, de limiter par exemple la consommation énergétique, ou pour augmenter la durée de vie d'un ouvrage. Et la philosophie qui est derrière tout ça, c'est la question de la transition écologique. Notre société s'inscrit dans une démarche qui s'appelle ingénieur et citoyen. On est à la fois ingénieur, on va concevoir et réaliser ces ouvrages, mais on est aussi citoyen à titre personnel. On est préoccupé par l'état de la planète et on cherche à inscrire tous ces projets dont je viens de parler dans l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de neutralité carbone à l'horizon 2050. Alors effectivement, l'écologie, c'est une question importante et on y reviendra. Mais pour commencer, Alexis, est-ce que tu peux nous rappeler plus précisément ce qu'est la data et pourquoi est-ce qu'on en parle comme du nouvel or noir du 21e siècle en référence au pétrole le siècle dernier? C'est vrai. Alors la data ou la donnée, on va parler un petit peu en français. Ouais. La donnée, c'est finalement une mesure. Ça peut être un chiffre, ça peut être une photo, ça peut être un son. Ça, c'est une donnée brute. Et ensuite, cette donnée brute, on va la transformer. Donc, on va l'organiser, on va l'interpréter. Et c'est quand on transforme la donnée qu'on lui donne de la valeur. On lui donne de la valeur parce qu'on va mettre la donnée au service d'un besoin ou d'une question qu'on se pose. Il y a plein d'exemples connus qui sont aujourd'hui développés depuis un moment. Par exemple, un correcteur automatique d'orthographe. De la donnée ou de l'apprentissage sur des données. Ou par exemple, un algorithme qui va recommander des films ou recommander des livres. Tout ça, c'est des choses qui sont basées sur la donnée, qui sont basées sur ces nouveaux algorithmes. Alors, ce qui s'est passé ces 10 dernières années, c'est une accélération extrêmement forte dans ce champ de la donnée. Pourquoi? D'abord parce qu'on a une multiplication du nombre des données, tout simplement parce qu'on a multiplié le nombre d'objets qui produisent de la donnée, qu'on appelle les objets connectés. Un smartphone, par exemple, produit énormément de données. Ça, c'est dans le champ, si je peux dire, personnel. Mais dans le champ industriel, on a aussi toute une série de capteurs qui vont mesurer la température, la vibration,
plein de choses comme ça, et qui vont générer extrêmement de données. Toute cette donnée, on va pouvoir l'interpréter et créer de la valeur. C'est pour ça qu'on parle de cet or noir du 21e siècle. Donc, on va pouvoir créer de la valeur sur les différents champs dont j'ai parlé, sur la partie conception, mais aussi sur la partie exploitation. Dans l'économie finalement des 10 dernières années, on a vu apparaître beaucoup de nouveaux acteurs économiques qui s'appuient sur cette transformation de la donnée. Les exemples les plus évidents auxquels on pense, c'est par exemple l'hôtellerie ou la restauration. Dans le champ de l'hôtellerie, les campings, les hôtels, etc., on a des nouveaux acteurs qui sont arrivés comme Airbnb qui valorisent la donnée. Dans le champ de la restauration, c'est des gens comme Uber Eats ou Deliveroo. La question qu'on se pose, nous, c'est qu'est-ce que ça veut dire ce mouvement très fort pour les métiers de l'ingénierie? Est-ce qu'à partir de la donnée, on peut automatiser des tâches à faible valeur ajoutée qu'on passe aujourd'hui beaucoup de temps à faire? Ou alors on se demande, est-ce qu'on peut essayer de créer des nouveaux services pour nos clients qui seraient basés sur la donnée? Et puis surtout, la question de fond, c'est est-ce qu'on peut essayer de mettre ce sujet de la donnée au service de la transition écologique? Donc l'idée finalement, c'est d'anticiper le changement et de ne pas le subir. Ça, c'est l'un de vos constats, mais il me semble, Nathan, que vous avez fait d'autres constats qui vont dans le sens en fait de cette accélération numérique chez CETEC. Oui, tout à fait. Donc déjà, comme Alexis l'a rappelé, donc, dans un premier lieu, il y a tout le contexte social du XXIe siècle. Et ensuite, déjà, sur ce qui se passe dans le groupe CETEC, c'est qu'on a constaté ces dernières années qu'il y avait beaucoup d'initiatives qui étaient prises dans chaque société, mais que le groupe avait besoin d'une démarche globale pour capitaliser sur toutes ces expériences. Donc l'idée derrière cette transition numérique du groupe, c'est justement d'engager une démarche globale qui rassemble toutes les méthodes pour automatiser, pour traiter plus vite de la donnée, pour changer un peu nos méthodes d'ingénieurs et avancer là-dessus. Et donc du coup, pour aller au-delà des constats, concrètement, quels sont vos objectifs? Que mettez-vous en place pour les atteindre en sachant que tu me disais qu'ils seraient peut-être visibles à partir de 2022, enfin en tout cas les premiers résultats. Ouais. Alors concrètement, en fait, il y a plusieurs démarches qui sont lancées dans le groupe. Une des plus emblématiques, c'est la plateforme Capture qu'on a lancée avec Alexis et d'autres membres de CETEC cette dernière année, qui est une plateforme de streaming sur Internet qui permet de visualiser, d'échanger de la donnée lourde, comme des photos de très haute qualité, des nuages de points. Et l'idée, c'est aussi de venir engranger sur cette plateforme des outils qu'on développe en interne ou avec nos partenaires pour traiter cette donnée. Donc concrètement, c'est en fait juste, plutôt que d'utiliser des outils classiques que les ingénieurs utilisent sur leurs ordinateurs depuis des dizaines d'années, essayer d'avoir une plateforme du groupe sur lequel on vienne mettre nos outils et échanger, visualiser plus facilement la donnée. Et voilà. Donc en fait, c'est surtout automatiser certaines méthodes, faciliter les échanges et avoir un outil commun au groupe sur lequel toutes les sociétés peuvent venir traiter leurs données. Entre-temps, la pandémie passée par là, je le rappelle, depuis mars 2020, étant cette pandémie a dématérialisé de plus en plus la société. D'ailleurs, l'anthropologue Pascal Plantard a dit que toute la population, ou quasiment toute, avait passé en fait un cap en compétences numériques. On a été obligés. Donc, est-ce que cette pandémie est venue accélérer, vous, à votre échelle, la transition numérique, justement? Alors oui, mais je pense que ça c'est une question qui est relative à toutes les sociétés, mais déjà c'est vraiment la différence, elle se voit vraiment sur les méthodes de travail. Donc, tous les collaborateurs de CETEC se sont, disons, acclimatés au fait de travailler via l'ordinateur, via les visios. Donc, en fait, on est tous devenus assez à l'aise avec le fait de faire une visio par Teams, faire des réunions à distance. Et puis, il y a aussi le fait qu'on est assez aidé par justement nos outils qui permettent de travailler depuis chez soi et pas forcément d'être en réunion sur les ordinateurs du bureau. Par exemple, la plateforme dont j'ai cité, elle permet aux collaborateurs de CETEC, via juste leur connexion Internet, d'avoir accès à des fichiers très très lourds, ce qui est une grosse différence
vis-à-vis de avant où il fallait passer au bureau, récupérer un disque dur, se brancher à un ordinateur très puissant, des choses comme ça. Donc maintenant, en fait, c'est ça, c'est aussi des outils qui facilitent la vie je pense que la pandémie, elle n'y est pas pour rien non plus là-dessus. Alors c'est vrai que le numérique a de nombreux avantages, mais on le disait par contre un petit peu plus tôt avec Alexis, c'est que la data ou les données numériques ont besoin d'être stockées dans des gros serveurs énergivores. Donc du coup, comment vous, au sein de CETEC, vous mettez la data au profit de l'environnement, autre grand enjeu quand même du 21e siècle? Tout à fait, ouais. Ça, c'est vraiment une énorme question. Aujourd'hui, on estime déjà que le stockage des données, les grands serveurs dont tu viens de parler, ils représentent presque 10% des consommations électriques du monde. Ça représente 4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que c'est plus que le secteur de l'aviation. Alors, évidemment, il faut du coup veiller à limiter cet impact. Ça risque d'augmenter dans les années à venir. Absolument, absolument. Puisque nos usages... Si on ne modifie pas les usages d'aujourd'hui, ça risque d'augmenter encore plus. Donc il y a évidemment une première question, c'est comment est-ce qu'on peut limiter l'usage des données? C'est un peu paradoxal avec tout ce que je viens d'expliquer, mais en fait, on imagine qu'on peut être sobre en utilisation des données. On peut par exemple, lorsqu'on développe un algorithme, on peut le développer d'une manière qui va consommer le juste niveau de données dont il a besoin, et pas récupérer toute une masse d'informations dont il n'aurait pas besoin pour les traiter et que ça ne serve à rien. Donc, dans la conception même d'un algorithme, on peut être économe en données. Ça, c'est vraiment un point de vigilance très forte aujourd'hui. L'autre élément, c'est évidemment qu'on essaie de mettre le numérique au service de la transition écologique. Et dans nos métiers, il y a au moins 2 exemples extrêmement clairs. Le premier, c'est l'exemple de la conception. Avec des bons programmes, avec des bons algorithmes, on peut essayer de concevoir des bâtiments qui sont plus économes en matériaux. Parce qu'on va essayer de programmer finalement la disposition des pièces du bâtiment de telle sorte qu'on utilise le moins de matière possible. Et ça, c'est évidemment, en conséquence, on économise par exemple du béton. Donc c'est bon pour les émissions de gaz à effet de serre. On peut aussi avoir des algorithmes qui vont nous permettre d'utiliser le plus possible de matériaux recyclés ou alors des matériaux biosourcés comme du bois. Ça, c'est au stade de la conception. L'autre élément important, c'est au stade de l'exploitation et la maintenance, c'est-à-dire un bâtiment ou un ouvrage qui est déjà construit. Il va vivre un certain nombre d'années, 50 ans, 60 ans, 100 ans pour les plus longs. Donc pendant ces 50 ans ou ces 100 ans, on va essayer de faire en sorte que l'exploitation soit la plus optimisée possible pour limiter les consommations d'énergie, pour limiter les consommations d'eau. Ça, c'est l'optimisation de l'exploitation. Et puis le dernier élément évident, c'est comment on fait pour allonger la durée de vie d'un ouvrage. Parce que plus on allonge la durée de vie d'un ouvrage, comme un pont, et moins on a besoin de le remplacer et donc de consommer à nouveau de la matière pour le remplacer. Et cet allongement de la durée de vie des ouvrages, elle se fait via des processus numériques, par exemple d'inspection des ouvrages. On va repérer les pathologies le plus en amont possible pour pouvoir les réparer. On va essayer de prédire aussi des défauts de maintenance pour pouvoir intervenir le plus vite possible et allonger cette durée de vie. Donc on essaie vraiment de mettre le numérique au service d'une réduction de la matière, d'une réduction des gaz à effet de serre et globalement une optimisation de l'exploitation. Et est-ce qu'en interne, vous êtes cohérent et est-ce que vous aussi, vous adoptez des pratiques écologiques? Ça, c'est un second objectif. Il faut évidemment balayer devant sa porte quand je viens de tenir le discours que je viens de tenir. Il faut essayer d'être exemplaire. Et on a effectivement une politique interne qu'on appelle de sobriété numérique pour essayer vraiment d'être le plus efficace possible dans ce domaine. Alors, quelques exemples d'actions. Quand on commande du matériel, on essaie d'être dans une logique d'achat responsable. Il y a par exemple aujourd'hui des smartphones qui ont des matériaux qui sont meilleurs du point de vue écologique que d'autres smartphones. Il y a des marques qui sont meilleures que d'autres. Donc on essaie de privilégier cet achat responsable. Après, comme pour les ouvrages, les ponts que je venais de citer, on essaie d'allonger la durée de vie des matériaux.
Pourquoi est-ce qu'on jetterait, par exemple, son smartphone au bout de 2 ans ou son ordinateur? Nous, on pense qu'on peut essayer d'augmenter la durée de vie de ces équipements informatiques jusqu'à 5 ans. Donc là aussi, en optimisant la maintenance, en veillant à ce que les équipements soient bien entretenus, et ça va permettre d'éviter à chaque fois ce remplacement, cette utilisation de matières, y compris des matières qui sont extrêmement rares, comme ce qu'on appelle les terres rares, aujourd'hui, qui sont dont l'extraction avec des mines est très problématique. Et puis la dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a besoin de tout cet équipement? Par exemple, la plupart, nous, finalement, on a 2 smartphones. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir 2 smartphones? Est-ce qu'on ne peut pas essayer, finalement, avec une double carte SIM, d'utiliser un seul smartphone et donc 2 fois moins d'équipement pour les mêmes usages? Donc, c'est autant de questions qu'on se pose et auxquelles on essaie de répondre au quotidien dans nos pratiques. Alors, pour rester sur les questions maintenant de vie en entreprise chez CETEC, mais tout en faisant un petit pas de côté, quelle formation justement vous proposez, alors pas vous, mais CETEC propose en tout cas à ses collaborateurs pour les embarquer en fait dans ces différentes transitions et pour les accompagner et leur permettre de répondre à ces nouveaux défis, à savoir numérique et environnemental? Déjà, dans le groupe CETEC, il y a ce qu'on appelle le CETEC Campus qui propose différentes formations tout au long de l'année, donc sur les thèmes de l'écologie, sur les thèmes de l'environnement. Donc ça, c'est à peu près 1 fois par semaine et c'est des conférences à laquelle tout le monde est invité, donc c'est assez facile d'accès. Ensuite, il y a, dans le cadre de la démarche ingénieur et citoyen du groupe, il y a énormément d'actions qui sont menées pour le groupe. Par exemple, il y a la fresque pour le climat qui est une action du groupe CETEC sur laquelle l'objectif est de former 100% des collaborateurs, donc les sensibiliser à ces enjeux environnementaux. Et voilà, donc c'est plein de petites démarches. Et donc ça, c'est les démarches groupes, mais aussi dans chaque société, il va y avoir des démarches, des propositions d'action, des choses qui sont un peu plus concrètes, mais qui sont surtout plus liées à la vie de bureau, à réduire les déchets, des choses comme ça. Et en termes de compétences, CETEC recrute du coup également en externe. Ouais. CETEC est attaché au recrutement notamment de près de 250 stagiaires et alternants chaque année. Pourquoi est-ce que c'est fondamental pour l'entreprise de garder en fait ces personnes à l'issue de leur apprentissage? C'est très clair parce qu'en fait, déjà, toutes les politiques d'intégration d'un stagiaire chez CETEC se ressemblent et en fait, elles prônent, disons, le fait de donner vite des responsabilités à des stagiaires. Et en fait, même ça se ressent, même quand on rentre après chez CETEC, c'est que les structures des sociétés sont assez horizontales et on est vite responsable de plusieurs petits projets, on participe, on aide des gens sur d'autres projets. Et en fait, ça fait qu'on est très vite intégré au groupe et on se sent assez vite responsabilisé. Mais donc, du coup, la contrepartie, c'est que c'est très intéressant après pour la société de garder ces stagiaires, puisqu'en fait, ils sont déjà formés, ils sont déjà disons, prêts à travailler. Et donc, en fait, donc moi, c'est par exemple le cas. Il y a 2 ans, je suis entré en stage de fin d'études après à la fin de mon école d'ingénieur. Et donc, en fait, c'était la suite naturelle de ce stage, c'était de rester en embauche derrière, puisque de toute façon, j'avais déjà mes projets, j'étais déjà lancé dessus. C'était évident qu'il fallait rester pour les continuer. Merci Nathan pour ce témoignage et merci Alexis pour ces explications précieuses qui nous permettent de mieux comprendre les enjeux donc, des données numériques, désormais omniprésentes dans nos quotidiens, mais qui ne sont pas sans conséquences sur l'environnement, donc à user avec modération ou en tout cas en connaissance de cause. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode Unlocked.